J'aborde un sujet technique, mais pas facile forcément à comprendre. Enfin, je vais essayer de faire simple, mais comment dire, j'ai remarqué que les gens ont de tels biais, ils cherchent tellement à trouver quelque chose qui va dans leur sens, dans ce que n'importe qui d'autre dit, que finalement on se retrouve tout le temps reformulé de la mauvaise manière. On se retrouve homme de paille, et je parle pas des débats, là, je parle même quand une personne elle écoute un YouTube ou quelqu'un, un monologue, si vous voulez, un truc enregistré, elle va même arriver à faire un homme de paille dans sa chambre en écoutant. C'est une question que je pose sur l'opportunité de republier, de diffuser Mein Kampf et de montrer comment s'est construit cette monstruosité complètement... C'est une pathologie. Alors je rappelle pourquoi c'est le pire massacre de l'histoire humaine. Parce que en nombre de morts, c'est pas le pire. Hitler a construit des usines, a capturé tout ce qu'il pouvait comme juifs pour les exterminer dans des usines à extermination. Il faut savoir que ces usines, ça prend du temps à construire, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui font des plans, etc. Premièrement. Deuxièmement, il faut aller capturer des enfants juifs que un certain nombre de résistants essayaient de planquer, enfin c'était la panique générale, et il a réussi à en retrouver beaucoup, et il a réussi à en exterminer 6 millions. Des gens, des grands-pères, des grands-mères, hein, des gens qui n'avaient rien demandé, qui étaient capturés par la Gestapo, et puis qui étaient emmenés ensuite dans des usines pour être exterminés, et souvent torturés. Et troisièmement, parce que ça, des massacres, il y en a eu beaucoup dans l'histoire humaine, mais troisièmement, ça n'a rien rapporté à personne, même pas à Hitler lui-même, même pas aux nazis. C'est là la spécificité de la Shoah, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de mobile, c'est une pathologie. Quand quelqu'un braque une banque, vous le mettez en prison, vous ne l'emmenez pas à l'HP parce que, ok, c'est mal, ok, c'est un crime s'il tue des gens ou s'il prend des otages, mais on sait ce qu'il veut, il veut l'argent de la banque. Quand quelqu'un kidnappe des enfants, c'est un crime, mais on le mettra en prison si on l'attrape, ou dans certains pays, ils sont peut-être condamnés à mort, mais il n'y a pas de mystère, on sait ce qu'il veut, il veut la rançon. La Shoah est le seul massacre de l'histoire de l'humanité qui a été sans mobile, donc qui est une pathologie. C'est un crime, ça n'enlève pas son côté criminel, je ne suis pas en train de l'excuser, mais c'est une pathologie. Et la pathologie, c'est ce qui a fait travailler les chercheurs. Parce que, par exemple, quand les Européens ont envahi le continent américain et ont exterminé les Indiens, c'est un crime contre l'humanité. Mais n'importe qui est capable de comprendre que ces égoïstes, transformés en criminels, ont gagné quelque chose. Bah, tout simplement le territoire américain, dont aujourd'hui tous les Indiens ont été plus ou moins cornérisés et ont disparu. Je ne parle même pas des civilisations anciennes qui ont aussi disparu. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont été génocidées. Bon, on est sur du crime contre l'humanité avec des dizaines de millions de morts, mais on n'est pas sur de la pathologie inexplicable. D'accord? Et ce qui fait que le niveau de vigilance doit être un petit peu différent. Parce que le crime, on lutte avec des moyens qui seront toujours les mêmes, qui est la dissuasion la dissuasion liée à la peine encourue si t'es pris. Voilà, quelqu'un qui kidnappe des enfants, on espère qu'il n'y en aura pas parce qu'on espère que chaque personne qui a l'intention de le faire va se rappeler que si elle est attrapée, elle prendra 20 ans. Bon, hélas, on est devenu très, très laxiste, mais peu importe, c'est pas le sujet. Voilà, il y a tout un tas de mécanismes qui se sont mis en place pour combattre le crime avec des moyens rationnels. Le nazisme, il a cette spécificité que comme c'est une pathologie, une schizophrénie en quelque sorte, enfin, c'est un mot valise, hein, vous pouvez pas vous dire, imaginons qu'on ait deviné à l'avance ce qu'allait faire Hitler et qu'on lui dise attention, c'est mal, tu vas prendre 30 ans de prison. Il s'en foutrait parce qu'en fait, on est dans le domaine de la démence. Le dément, vous le dites, on peut pas, bon, on peut parfois les dissuader, mais euh, pas toujours, et même assez rarement en fait. Ils entendent des voix, ils ont des théories. C'est pour ça que rediffuser un livre qui est littéralement un témoignage de sa propre maladie d'un bonhomme, hein, Hitler en l'occurrence, Adolf Hitler, ça peut ouvrir les yeux et permettre aux gens de dire ah je pense pareil. Or c'est exactement ce que j'ai constaté. C'est-à-dire qu'on a une remontée du nazisme, on a une remontée de cette pathologie que je sais expliquer partiellement sur le plan comment dire, sur le besoin de mystique hein, de la nature humaine, on a cette pathologie et il y a plein de gens qui se croient novateurs ou en tout cas qui ont l'impression d'être à l'initiative de leur falsification et de leur combat militant, alors qu'ils ne sont simplement que dans la célébration de Mein Kampf. Et ils récitent Mein Kampf toute la journée. Ils font des space Twitter antisémites, etc. Et quand on vient les voir, ils disent ah vous nous traitez d'antisémites, mais entendons-nous bien, ils nous le reprochent pas. Ils sont contents d'être traités que d'antisémites. Ils se disent dans leur tête, je ne suis que antisémite, je ne suis pas hitlérien. Or, ils le sont et ils ne le savent pas. Et je pense que, alors il y en a qui le savent, hein, on ne va pas se mentir, il y en a qui le savent.
J'ai un enregistrement, par exemple, d'Oneman, alias Actugoy, alias Aufour, alias tous ces pseudos divers et variés, où il fait l'apologie d'Hitler pendant, et en plus il le fait, il est motivé, parce qu'il introduit, il fait semblant d'introduire un débat sur l'homosexualité, il arrive à manipuler tous ses petits complices, là, tous ses petits fans, pour en arriver à Hitler avait raison. Ok. Je l'ai déjà envoyé cet enregistrement à pas mal de camarades. Donc lui il le sait, mais il y en a plein, ils sont simplement antisémites, mais ils se disent je ne suis que antisémite, je ne suis pas nazi, je ne suis pas un promoteur de Mein Kampf. Or, Mein Kampf, c'est un livre en 2 tomes qui dit exactement la même chose que ce qu'ils disent, ni plus ni moins. Okay. Donc ces gens sont nazis et pensent qu'ils en sont arrivés là de manière naturelle, et pas du tout en fait. C'est que les effluves cognitives, ça a été un tel traumatisme d'avoir une pathologie collective qui monte à la tête d'un État, qu'il en est resté, il y a toute une queue de comète qui n'a pas été traitée. Ok. Et moi je crois, mais je peux me tromper, mais moi je crois qu'un antisémite qui lit Mein Kampf, il va se faire subitement, je sais pas comment expliquer ça, il va se dire merde, c'est exactement ce que je pense, du coup comment ça se fait que j'en suis arrivé à penser ça puisque j'arrive 50 ou 100 ans plus tard. Ok. C'est un phénomène qui est connu dans le monde scientifique. Les chercheurs, ils trouvent un truc et puis paf, ils tombent sur un article où il y a 30 ans, un mec avait eu exactement la même idée, etc. Il avait développé ça, ça avait donné plusieurs autres articles, ça avait donné un paradigme, un mini paradigme local à la thématique scientifique, et puis finalement, le mec, il s'aperçoit qu'il a baigné dans un environnement qui était proche de ce paradigme, dans cette température précise, si vous voulez, et qu'il ne sait pas s'il a été créatif ou tout simplement influencé. Et ce n'est pas important, en fait. L'important, c'est de prendre en compte que ça arrive souvent. Alors, on ne va pas donner des explications, on ne va pas faire... voilà, mais ça arrive souvent. La fréquence de créativité apparente des inventeurs est bien plus élevée dans un environnement où ce qu'ils inventent avait déjà été dit avant et qu'ils ont en fait été influencés probablement d'une manière subconsciente. Le problème du nazisme, le problème de Mein Kampf, c'est qu'il n'est pas seul. Il n'arrive pas seul. Il arrive avec un front pathologique qui vient du catholicisme, du christianisme et plus précisément du catholicisme. Ça, c'est quelque chose, par exemple, vous avez sur Twitter, vous avez un @sting qui est obsessionnel et qui dit Hitler n'a rien inventé, on l'avait précédé, on avait déjà dit la même chose avant. Bon, le mec, au moins, il assume. Mais vous avez surtout Marx. C'est-à-dire que l'hitlérisme, le nazisme, c'est du marxisme. Alors, je m'explique parce que ça, c'est vraiment, ça peut étonner. En fait, c'est pas officiellement du marxisme. C'est une structure mathématique abstraite, c'est un graphe de connexion des notions qui est la même, et vous faites simplement un remplacement. C'est-à-dire vous remplacez bourgeois par juif, et vous remplacez la nature par Satan. C'est globalement ce que font les nazis chrétiens. Enfin, ce que fait le nazisme, mais quand il rencontre une adhésion avec le christianisme, c'est par le biais de Satan. Les juifs sont des démons, alors que le marxisme dit les bourgeois doivent être combattus, parce qu'ils ont trop de pouvoir dans la société, c'est la lutte des classes. Mais le schéma mental, le circuit mathématique abstrait est exactement le même, d'accord? Sauf que l'entropie, enfin, pas l'entropie, mais le complotisme marxiste, il est matériel. Il ne va pas chercher une explication chez Satan. Il est athée, hein, il a donné plus ou moins le matérialisme athée. Le nazisme ne précise pas, plutôt d'obédience catholique, hein, mais il ne précise pas de manière absolument explicite. Et puis la documentation sur les liens entre le catholicisme et Hitler, elle a été pas mal censurée parce qu'évidemment le lobby chrétien, il n'était pas fier et puis il voulait pas... enfin, je veux dire, c'était légitime, hein, c'était légitime. Je suis pas en train de les accuser tous d'être nazis, c'est pas ça. Mais je veux dire, il était légitime qu'ils étaient très puissants et ils ont dit attendez, mollo, on va pas nous impliquer comme ça. Peut-être un peu, d'accord, mais allons-y doucement. Donc la documentation a été fortement réduite, hein. C'est comme la critique de l'islam, elle n'est publiable que si elle fait des compliments de l'islam. Donc vous n'avez pas, en réalité, vous n'avez pas de sphère intellectuelle islamo-critique puisque c'est trop risqué. Bon voilà, c'est un peu pareil avec le christianisme à l'époque, ils ont dit non. Ils ont fait bouger tout leur lobby et puis voilà. Mais globalement, le refus, si vous voulez, le malheur des gens, et en particulier des petites gens, ce qu'on appelle les petites gens auxquels Marx prétendait s'adresser, c'est les classes pauvres, hein, tout simplement, les gens qui sont pauvres, qui sont pas riches, c'est une notion objective. Dans un cas, ils étaient victimes d'un système, alors ça peut paraître abstrait et pas complotiste, mais ça l'est. C'est simplement une autre forme de complotisme, c'est un complotisme mathématique, si j'ose dire, c'est-à-dire que ça vous invente des concepts de systèmes dominants qui seraient soi-disant puissants, etc. Et
il n'y a même pas un centimètre à franchir pour arriver aux francs-maçons, à des sociétés secrètes qui dominent le monde. Et là, on passe chez Hitler et on passe dans Mein Kampf. Ok. Donc voilà pourquoi. Et moi, ma conviction, c'est que si les antisémites lisent Mein Kampf, totalement, certains se soigneront. Ils diront non, mais en fait, oui, effectivement, j'étais malade. C'est-à-dire, effectivement, quand je vois sur le malade en chef, si vous voulez, en quelque sorte, le pape de l'antisémitisme, le pape historique de l'antisémitisme, c'est-à-dire de la guerre contre les juifs, qui était Adolf Hitler, ou qui ont été Goebbels, il faut regarder leurs écrits, quand parce que vous avez plusieurs formes d'antisémitisme, hein, encore une fois je dis, il y en a, ils sont nazis assumés, ils disent, voilà, ceux-là, ça va rien changer, ils ont déjà lu Mein Kampf, ils adhèrent. Mais moi je parle de ceux qui pensent être un peu différents d'Hitler, et qui en fait disent la même chose, mais ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas lu Mein Kampf. Donc si on leur dit, regarde, tu dis la même chose qu'Hitler, là ils vont dire, ah oui quand même, et ils vont peut-être réfléchir. D'où cette petite vidéo, voilà, qu'est-ce que je spécule, je ne sais pas si ça marcherait, j'en sais rien, je ne suis pas un maître psychiatre, je ne suis pas infaillible. Je dis juste que ce processus, il aide. Il aide et il a aidé dans un tout autre domaine. Vous avez en islam, il y a un truc, la principale cause d'apostasie, c'est pour un musulman lambda, si vous voulez, il apostasie de l'islam une fois qu'il a lu le Coran. Vous avez, dès lors qu'un musulman lit le Coran, il apostasie. C'est un peu de la même manière. C'est un processus qui ressemble. Malgré la barrière du pari de Pascal neurologique, donc ça dépend des gens, et c'est seulement une partie des gens, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit que ses problèmes en tant que musulman du quotidien, vous voyez, qui connaît rien à l'islam, à part qu'il faut faire le ramadan, et qui est qui va juste dire je crois en Dieu et culturellement je suis musulman, donc c'est en fait un déiste, et qui met un peu de sauce islamique dans sa soupe au moment où il échange avec les autres. Et puis il est confronté à un monde hostile qui lui dit mais hey, t'es fracassé, là il n'y a pas eu d'Adam et Ève, il n'y a pas, voilà. Et puis il s'en fout, il va envoyer chez les gens. Et puis un jour il lit le Coran et là il apostasie. Pourquoi? Parce qu'il dit ah oui non, c'est les reproches qu'on me fait, c'est des reproches, alors reproches au sens neutre. C'est-à-dire les choses qu'on me dit, en fait les gens ne me mentaient pas, c'est bien ce que dit le Coran. Voilà, le Coran, il dit bien que la femme obéit à l'homme, il dit bien que Dieu a construit Adam en pâte à modeler, puis il était tout fier, alors il a appelé les anges, il a dit prosternez-vous, il dit bien qu'il y a un ange qui s'est énervé, qui a dit tu m'as fait de feu, alors moi je me prosternerai pas, je m'appelle Satan, blablabla. Bla bla bla. Et les gens quand ils lisent ça, c'est des enfantillages, hein, c'est-à-dire qu'après il y en a qui y croient, ou que voilà. Mais il y en a qui ont une personnalité suffisamment équilibrée pour percevoir le côté débile et enfantin et les enfantillages. Ensuite, ils vont lire un certain nombre d'autres, ils vont lire tout le Coran, quoi, et ils vont voir que c'est humain. C'est même ridiculement, je dirais, humain, et dans le plus mauvais sens du terme, parce que quand vous tombez sur des versets qui disent « Ah là là, ceux qui désobéissent à Mohamed, s'ils savaient ce que je vais leur faire », bon, vous avez ça tout le temps dans le Coran, où ils essuieront ma colère, ils verront, etc. Bon, bah tout ça, c'est très très humain, hein, c'est des menaces. Donc, c'est un peu le même processus. Que la personne, on ne la contredit pas, on l'aide à s'apercevoir on l'aide à dessiner la carte d'elle-même, la carte de sa problématique, de ses tensions avec l'extérieur, et après elle peut interroger cette carte mieux que si elle devait tout inventer. Voilà. Et je pense que l'heure est grave, hein. L'heure est très grave parce que il n'y a pas de solution simple. Je ne parle pas que de l'islam et du nazisme, hein. Je suis en train de parler. Les gens, vous n'allez pas leur expliquer la théorie de Sadi Carnot, la théorie de Boltzmann, vous n'allez pas leur expliquer qu'on peut prouver mathématiquement qu'il n'y a pas de société secrète qui domine le monde, que c'est tout simplement impossible, etc., que c'est une affaire d'entropie, que l'entropie ça se calcule, je dirais pas facilement, mais vite, surtout avec un ordinateur, que ce sont des lois des grands nombres, des données macroscopiques, etc., et que donc tous les gens qui disent ouais, Attali est influent, etc., c'est lui qui fait tous nos présences, parce que je viens de croiser un tweet où un mec qui délire a écrit ça. Les gens, vous n'allez pas leur prouver que c'est faux parce qu'il faut un niveau scientifique. Pour faire comprendre qu'il y a une limite au fait d'avoir... quand vous êtes un être humain avec 2 bras, 2 jambes, vous n'êtes rien. En tant que vous n'irez pas très loin, ça n'existe pas les gens qui ont des pouvoirs magiques. Alors après, il y a les mystiques qui pensent que ça existe. Mais quelqu'un comme Jacques Attali, c'est un intellectuel qui a écrit beaucoup de livres, qui est capable d'écrire un livre en 2 jours, donc qui évidemment a une certaine existence intellectuelle et politique, et ça s'arrête là, c'est rien. Et il est riche aussi, je suppose, il a fait plein de trucs dans sa vie, mais aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent qu'une seule personne comme ça peut être, ou qui disent que Macron c'est Satan, ou l'antéchrist, etc.
pour leur expliquer qu'ils ont tort, il faudrait les asseoir et leur faire 1 an de cours de maths en leur disant ne nous croyez pas, on va tout vous prouver. Et on leur fait faire des exercices, ils finiront par comprendre que tous leurs délires ne sont tout simplement pas possibles. Qu'après, il y a des élites mondiales, c'est une évidence, mais ces élites, ils suivent des choses qui ne sont absolument pas du tout mystérieuses ou secrètes. C'est chaque intellectuel essaye d'apporter son grain de sel et il dit au passage plein de conneries sur l'avenir d'un monde global, puisque effectivement l'Europe a besoin d'acheter des matières premières au reste du monde. Enfin bref, il y a tout un jeu d'échanges. Globalement, l'Occident, il a apporté l'intelligence et le reste du monde a apporté la matière. Alors c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais c'est à peu près factuel. Et c'est lié à la fin des religions il y a quelques siècles, enfin à la fin du christianisme il y a quelques siècles. Le reste, si vous voulez, en gros, ce qui a tout changé, c'est que pour recruter un ingénieur, on recrute quelqu'un de compétent. Pour recruter un médecin, on recrute quelqu'un qui sait soigner les gens, qui s'y connaît. Pour recruter, voilà. Et dans le reste du monde, on a continué d'être sous paradigme religieux, islamique souvent, qui consistait à donner le pouvoir de recrutement des métiers, pour les métiers, à des gens qui n'étaient pas compétents, mais qui étaient désignés par le calife, ou par les ayants droit, c'est-à-dire c'était sous autorité religieuse, donc ils ne respectaient rien, donc du coup ils sont restés à l'âge de pierre, hein, en gros. Et en fait c'est un système, c'est-à-dire que si vous appliquez des mécanismes de sélection, certes vous aurez à former les gens, mais vous pourrez aussi faire des appels d'offres sur des compétences, et donc à un moment donné vous aurez un petit jeune passionné qui va vous faire des découvertes de mécanique quantique, d'électricité selon les époques, qui va vous écrire des équations de la physique, puis d'autres gens vont prendre le relais, ainsi de suite, et on va progresser, et on va mieux comprendre la nature, c'est-à-dire Dieu, hein, en gros. Et ce dialogue avec Dieu, donc avec la nature, vous pouvez dire dialogue avec Dieu, parce que c'est une arnaque de faire croire que la nature et Dieu, c'est, voilà, la nature c'est une partie des choses que Dieu a rendues obligatoires, et c'est une sorte de porte-parole de Dieu sur Terre pour les scientifiques. Ils investissent 3000 milliards d'euros chaque année dans le dialogue avec Dieu, donc avec la nature. Le CERN, les télescopes, les fusées, tous les laboratoires de physique dans le monde sont des dialogues avec la nature. Et bon, vous n'y verrez pas un livre religieux, hein. Personne n'ira chercher son équation dans un livre religieux. Et c'est ça qu'a fait... parce qu'il fallait lutter contre le froid, hein. Le christianisme, ça a été une mafia qui a colonisé le nord de la planète. Et dans le nord de la planète, il fait froid. Et le sud de la planète, qui a été colonisé par l'islam, il fait pas froid. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient moins besoin aussi, ils étaient moins contraints. Donc ils n'ont pas apostasié, contrairement aux chrétiens qui n'existent pas. Ça n'existe plus, hein, on va pas se mentir, le christianisme, c'est resté culturellement une déco de musée, mais voilà. Eh bien, ce christianisme, il a reculé pour laisser place à la sélection naturelle, c'est-à-dire au mécanisme de la sélection naturelle, et donc on s'est retrouvé à avoir des avions, des pilotes de ligne, des ordinateurs, des ceci, des cela, enfin on a eu tout un... Or ça, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on ne l'a pas construit, on l'a sélectionné au sein d'un bouillonnement d'offres que nous faisait la nature et la nature vivante. Okay, et on n'est pas encore totalement avancé. La photosynthèse nous dépasse encore largement. On n'est pas capable aujourd'hui de faire, on essaye, mais on n'est pas capable aujourd'hui de faire la photosynthèse parce qu'elle utilise un processus quantique qu'on n'a pas totalement compris. Aujourd'hui, la captation de l'énergie solaire a un rendement minable à côté de ce que font les organismes naturels qui opèrent avec la photosynthèse. Mais voilà, on progresse. Pourquoi? Parce qu'on accepte le vrai message de Dieu, c'est-à-dire celui de la nature, et on s'embarrasse plus de toutes les mafias, et du coup on progresse, on met ça en équation, on fait des tests, et après il reste plein de mystères, mais ce que je veux dire c'est que ces progrès, c'est pas un complot. Voilà, c'est des millions de gens qui travaillent et qui coopèrent entre eux. Le médecin va acheter des magazines de médecins pour se tenir au courant de trucs et de machins, qui eux-mêmes vont... Enfin, c'est hyper connecté. Et les intellectuels qui réfléchissent, qu'on accuse d'être des mondialistes, etc. Oui, leur projet, il vous plaît pas, il plaît pas aux gens. Moi, il me plaît pas tellement non plus d'ailleurs. Mais il faut techniquement bien comprendre les choses pour voir qu'il n'y a pas de complot judéo-maçonnique ou je ne sais quoi qu'il y aurait à combattre. Il y a juste des gens qui veulent garder leur place, mais bien souvent ils n'ont pas d'efforts à faire, hein. Je veux dire, quand vous avez été président de la République, même quand vous ne l'êtes plus, vous continuez de vivre décemment. Quand vous êtes patron d'industrie ou grand scientifique, vous n'avez pas tellement de soucis, même si... donc, contrairement à ce qu'on croit, les élites ne se protègent pas autant qu'on le dit. C'est des gens qui, à titre individuel, ils prennent un billet d'avion, ils n'écrivent plus aucun livre, ils ne donnent plus aucune interview, ils vivent très bien. Ils vivront très bien jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, et donc ils n'ont... Alors, en tant que corpus, en tant que corporation d'élite, si tant est que ça ait un sens, ils sont des millions. Probablement une centaine de millions dans le monde, hein, d'élite. Donc, c'est 1% des gens, hein, en gros.
Oui, vous pouvez dire qu'ils génèrent de manière subconsciente des outils pour taper sur le peuple. Alors, c'est vrai, et en même temps, c'est pas totalement vrai, parce que ils ont besoin de gens heureux. Enfin, quelle est l'utilité de faire souffrir des gens que vous ne voyez même pas? Un sadique, il a besoin d'entendre la souffrance de sa victime, mais des élites, un monde d'élite, si vous voulez, une corporation d'élite, ils n'entendent pas vos cris du peuple qui souffre, donc ils n'y prennent aucun plaisir. Et ils ont un intérêt à avoir un peuple heureux, et quand ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont incompétents. C'est pas qu'ils sont qu'ils font un grand complot. Parce qu'ils n'auront rien, les élites. Si le monde s'écroule et si les peuples sont malheureux et que ça part en couille, les élites, ils n'ont rien. Ils n'ont plus de lentilles de contact pour leurs filles. Ils ont lentilles de contact, vous savez, c'est remplacer les lunettes. Ils n'ont plus de PQ, ils n'ont plus d'électricité. C'est-à-dire que l'élite, ils perdent tout. Hein. Voilà, s'ils font s'écrouler le monde, ils perdent tout eux aussi. C'est pas le fantasme du bunker, mais c'est une prison, un bunker. Voilà, une élite, elle aime bien prendre l'avion et aller dans des hôtels, des beaux hôtels. Et draguer aussi, en passant. Hein. Draguer, avoir une vie amoureuse. C'est pas évident dans un bunker. Dans un bunker, on se fait chier, le soleil n'entre pas, etc. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est très difficile à expliquer parce que c'est une reconfiguration avec une élévation d'un niveau qui est en fait même pas physique, mais mathématique. C'est-à-dire, c'est sur les bases. Je veux dire, vous pouvez aujourd'hui comparer les antisémites et les complotistes aux gens qui disent que la Terre est plate et qui... C'est exactement, c'est les mêmes conversations, c'est les mêmes arguments, c'est les mêmes accusations contre leurs adversaires sphéristes. Tout est pareil, ça fonctionne de la même manière. Et à chaque fois qu'un grand scientifique aurait soi-disant été dissident et découvert que la Terre est plate, la vidéo est tronquée, le mec est mort, il a été tué par les méchants démons reptiliens qui ne voulaient pas que ça se sache, etc. Voilà, et quand vous leur montrez que le trajet des avions sur une terre plate, ça gaspille énormément de kérosène, bah, si la Terre est plate, donc si vous prenez une carte du monde comme elle est dans les livres, les avions vont pas droit. Pourquoi? Ils tournent, en fait. Ils font des espèces d'arcs de cercle. Et les platistes, quand on leur montre ça c'est pas une preuve. Hein. Moi, je suis pour que le platiste se développe pour pouvoir leur mettre le nez dans leur mer le moment venu, mais c'est pas. Mais là, je vais quand même donner un argument. Vous montrez à un platiste une carte plate, et là, la trajectoire des avions, c'est des arcs de cercle. Et ça n'a aucun sens, parce qu'un arc de cercle, c'est plus long qu'une ligne droite, ça gaspillerait beaucoup plus de kérosène. Alors, vu qu'il y a chaque jour 80 millions d'avions qui décollent, ou chaque année, je ne sais plus exactement, enfin, c'est beaucoup en tout cas. Vous imaginez le gaspillage gigantesque que serait de faire des arcs de cercle sur une terre plate. Et en réalité, c'est que tout simplement la Terre est ronde et que ces avions prennent la trajectoire qui est la plus courte. Mais cette trajectoire qui est la plus courte, quand vous la dessinez sur une sphère, elle devient un arc de cercle sur une carte. Vous voyez, vous leur expliquez ça, c'est déjà vous êtes... Ils ont du mal, parce qu'ils n'ont pas le... Alors c'est parfois impressionnistement, ils cherchent des explications, mais en fait, mathématiquement, ils ont du mal. J'ai aussi entendu autre chose. Ils ont dit que si on ne voit plus les bateaux qui s'éloignent, c'est parce qu'ils sont loin. Que si on ne voit pas New York, par exemple, quand on est à Brest en train de regarder au large, c'est parce que New York est trop petit. Et non pas à cause du rond de la Terre. Là aussi, c'est des maths. Ils n'ont pas le théorème de Thalès en tête. Vous voyez, le théorème de Thalès, c'est 4e, 3e, c'est fin de collège, quoi. C'est les dernières années de collège. Enfin, aujourd'hui, je ne sais plus parce que je suis le crash de... Mais peu importe. Et alors donc pour information, de Paris, vous voyez, enfin, par exemple, si la Terre était plate, d'Amiens, vous voyez le Mont Blanc est plus gros que la Tour Eiffel. Voilà. Or, si vous montez sur un immeuble très haut à Amiens, vous verrez la Tour Eiffel, vous verrez pas le Mont Blanc, parce que la Terre est ronde, c'est caché par la rondeur de la Terre. Par contre, si la Terre était plate, vous verriez la Tour Eiffel devant le Mont Blanc qui la dépasserait, d'Amiens. Donc, et puis bon, bref. Voilà, j'ai pas. À partir du moment où vous avez des gens qui ne sont pas capables de maîtriser ça, c'est plus de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi dans leur débat quotidien, mais il y a un travail. Et quand vous allez leur proposer ce travail, ils vont dire ah, tu vas chercher à m'endoctriner. Bonjour reptiliano-judéo-maçonique, tu vas chercher à m'endoctriner. Donc pour l'instant, la situation est très bloquée et le seul moyen de la débloquer, c'est d'aider ces gens, à mon sens, à avoir leur propre carte interne. Les antisémites qui lisent Mein Kampf, ils se rendront compte qu'ils ne sont pas antisémites, mais qu'ils sont bien hitlériens et Mein Kampfiens. Voilà. Et ça peut aider à les faire sortir de l'antisémitisme. Bon, ils vont cogiter, ils vont se dire comment ça se fait qu'il n'y a pas de différence entre moi et ce que raconte Hitler. Du coup, parce que vous avez beaucoup d'antisémites qui disent je reconnais qu'Hitler est un monstre, mais je tiens quand même des propos antisémites, souvent en disant je suis antisioniste, etc. Enfin, les tricheries habituelles. Mais une fois ça c'est parce qu'il n'a pas lu Mein Kampf. Une fois qu'il aura lu Mein Kampf, il dira ah oui, je dis pareil. Donc, soit je suis obligé de dire qu'Hitler avait raison, soit je suis obligé de reconnaître que ça ne va plus marcher.
toutes les blagues du genre je suis antisioniste mais pas antisémite, ou je suis un antisémite mais je suis pas un nazi, etc., etc. Voilà, moi je pense que ça peut apporter quelque chose.